Merci. Donc maintenant, on va continuer notre programme en accueillant M. Badiane, qui est directeur à l'ONU Habitat pour l'Afrique et les États arabes. Merci, chère madame, chers participants. C'est avec un honneur et un grand plaisir que nous nous retrouvons ce matin. Les gens que vous avez invités qui ne sont pas encore là, j'espère qu'ils sont en route parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Nous sommes venus de Nairobi, mon collègue Rémi Setchiping et moi-même, de même que les autres collègues qui sont venus d'Europe, pour répondre à une invitation de l'Université de Montréal et de ce département pour parler d'un secteur extrêmement important dans la vie de nos sociétés. Je me réjouis qu'à la suite de cet article que j'avais fait à la demande de Jeune Afrique, que ce soit un prétexte que nous nous retrouvions. Mon nom c'est Alioune Badiane. Effectivement, pendant 12 ans, j'ai été à la tête du département Afrique et des pays arabes de ONU Habitat. Avant cela, j'étais dans le programme de gestion urbaine de la Banque mondiale, de ONU Habitat et du PNUD, qui a fait énormément de recherches aussi dans ce secteur de la gestion urbaine. Là, depuis pratiquement 1 an et demi, je suis à la tête du département des programmes et des projets de ONU Habitat, naturellement couvrant aussi les autres régions du monde. De manière académique, je suis issu de ce pays, très fier de l'être, un ancien étudiant de l'Université Laval, il y a déjà 30 ans, et ensuite avec un postgrad à l'Université de Hunter College sur le Urban Affairs à New York. Je me suis très tôt intéressé aux questions urbaines et aux questions surtout foncières, ayant fait ma thèse sur la vallée du fleuve Sénégal, pour ceux qui le savent, avec une très grande complexité sur les modes de tenure foncière et qui m'ont donné ce goût de partager, mais surtout de rechercher avec beaucoup de critiques. Et j'ai eu l'honneur et le plaisir aussi d'avoir très tôt rencontré de très grandes sommités du foncier, dont nous avons un de nos dinosaures ici, Jean-François Tribion, mais aussi Alain Deran-Lasserve et tous les autres que vous connaissez, ou peut-être de nom ou à travers leurs écrits. Nous avons eu le plaisir de travailler beaucoup sur l'Afrique et de partager nos initiatives, de partager nos programmes. Aujourd'hui, je vais juste vous faire ouvrir quelques pistes en permettant aussi à mon collègue et expert Rémi Setchiping de rentrer dans les détails du papier que nous avons préparé. Je voudrais noter qu'au cœur des questions foncières que nous connaissons actuellement s'enchevêtrent les aspects comme la sécurité d'occupation et l'accès à la terre, l'administration et la gestion des biens fonciers, la redistribution des terres et, in fine, la réforme foncière pour un développement urbain durable. Nous sommes là face à un secteur qui est extrêmement complexe, surtout pour ce que je pourrais appeler des sociétés précapitalistes qui n'en donnent pas une valeur comme telle à la terre, qui n'y attachent pas ce que peut-être dans les sociétés capitalistes on y attache comme valeur marchande. Et donc, nous discutions hier d'ailleurs avec M. Di Paoli, je pense, de un coin de plaisir que nous avons fréquenté ensemble qui s'appelle Haïti. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans cette salle qui est de ce pays ou de cette région. Voilà un pays dans lequel tout expert, quelle que soit l'origine de vos connaissances, vous perdez votre latin, comme on dit. Parce que les règles, le codage à partir duquel nous lisons ou nous décryptons les sociétés ne marche pas dans cette société. D'où le fait que nous avons un très grand plaisir à parler de cela. Mais aujourd'hui, nous parlons plus de l'Afrique de l'Ouest. Nous aurons l'occasion de revenir sur cela. Donc, il devient impérieux de considérer la terre comme un atout, un outil, dirais-je, un instrument de la gestion des villes.
Ainsi, la mise en place d'un cadre de vie propice dans les villes à croissance rapide, comme en Afrique, requiert des réformes réglementaires et institutionnelles. Malheureusement, comme j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, il n'y a pas un bien aussi intéressant pour les politiques. Les hommes politiques dans nos pays aiment la terre, pour plusieurs raisons. Naturellement, au-delà même de s'enrichir, entre parenthèses, en cachette. Parce que ce qui se passe dans le bien foncier, c'est que vous le vendez à quelqu'un, un usufruitier est toujours en train de l'exploiter, vous mettez l'argent dans votre poche et vous partez. Et des années après, quelqu'un se présente en disant « c'est ma terre ». La personne qui a fait le délit est déjà partie, d'où cette propension des politiques dans nos pays à sauvagement déstructurer tout ce que nous pouvons appeler ici, dans le cadre rationnel, les marchés fonciers. Ils n'existent pas. Ils l'ont gommé, ils ont fait de telle sorte que ce soit opaque, que ce soit terriblement floué, que personne ne s'y retrouve, excepté un fonctionnaire qu'on met dans un bureau et qui va faire tous les surveys, qui connaissent là où il y a les poches et qui vous les amène à votre consommation délictuelle. Vraiment, vous y prenez goût, dans la mesure où ça devient un objet non seulement de lutte politique, mais aussi de clientélisme politique. On donne à ses clients des morceaux de terre qu'ils peuvent vendre et s'enrichir. Donc, c'est carrément un domaine dans lequel nous devons nous investir fortement et sans relâche pour amener nos pays à mettre en place les réformes qu'il faut. Je suis sûr que nous aurons l'occasion d'y revenir. De même, cela suppose aussi une mise en œuvre de politiques et de stratégies propres à susciter une amélioration des villes, des sociétés et de l'environnement en Afrique. Il importe aussi d'envisager la problématique foncière dans le cadre des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, en raison de plusieurs interactions entre la Terre et les objectifs, notamment 7, qui est d'assurer un environnement durable, de la cible 3, de réduire de moitié d'ici 2015, nous y serons beaucoup, le pourcentage de la population qui n'a pas d'accès à un approvisionnement en eau potable, ni à des services d'assainissement de base, ainsi que de la cible 4 qui nous concerne beaucoup plus, améliorer sensiblement d'ici à 2020 les conditions de 100 millions d'habitants des bidonvilles. Il est intéressant d'ailleurs à ce propos de vous dire que pour cette cible, nous allons nous retrouver très bientôt à Rabat, à la fin de ce mois, dans la mesure où, si vous suivez un peu les débats des Nations Unies sur ce secteur, la cible 11 de l'objectif 7, qu'on a changé par après, a déjà été dépassée 1,4 fois. C'est-à-dire qu'au lieu de 100 millions, nous avons fait pratiquement 240 millions entre 2000 et 2010. Alors, naturellement, si vous connaissez ces OMD, nous étions la seule cible qui était une cible quantitative, non pas qualitative. On parle de 100 millions. Et aussi, c'était la seule cible qui était, au lieu d'être au niveau pays, était une cible mondiale globale. Alors, naturellement, quand en 2000, nous parlions de 100 millions, c'était beaucoup. Mais en 10 ans, nous avons doublé cette cible. Mais qu'est-ce qui se passe alors? C'est que les faits que nous voulions ou les progrès que nous voulions voir réalisés ne sont pas réalisés là où l'on les attendait. Ça s'est fait ailleurs, en Amérique latine, en Chine, en Afrique du Nord en particulier. Mais en Afrique subsaharienne, pratiquement peu d'efforts a été fait. On parle de 5% de contribution à la cible. Alors qu'ailleurs, les gens avaient fait vraiment des progrès immenses, surtout en Asie et en Amérique latine. En Afrique du Nord aussi. Alors là, nous sommes attaqués 2 fois de suite à travers l'Assemblée générale des Nations Unies, mais nous avons été bloqués par les politiques qui ne voulaient pas changer la cible. Ils ont voulu laisser, ah non, ça c'est très bien, on a réussi, laissez-le là. On a dit non. Ce que nous voulons, c'est que cette cible soit devenue une cible qualitative, en pourcentage, et que chaque pays
prennent les engagements nécessaires pour pouvoir le réaliser. Donc nous allons nous retrouver à Rabat à la fin de ce mois, à l'invitation du Maroc et de ce qu'on appelle les 20 top performants sur cette question-là, pour que nous puissions reboloter à l'Assemblée générale des Nations Unies et avoir la cible changée d'une cible quantitative à une cible qualitative. La cadence de l'urbanisation en Afrique est l'une des plus rapides au monde. Je l'ai dit dans le papier qui a été mentionné. Et on estime actuellement en Afrique qu'environ 41% de la population urbaine vivent dans des zones urbanisées. L'Afrique devrait donc connaître un des taux d'urbanisation les plus élevés au monde et d'ici à 2025, la moitié de la population africaine vivra en zone urbaine, soit 1,2 milliard d'individus ou un quart de la population urbaine mondiale. Les villes moyennes et les petites villes, naturellement, connaissent des taux de croissance plus élevés que les villes primaires. Naturellement, c'est une question quantitative, mais aussi une question de dynamisme de ces secteurs. Ce sont des zones de transit, ce sont des villes-marchés, ce sont des villes d'une croissance rapide, très dynamique, mais très souvent, dans le cadre africain, qui manquent de tout. Des équipements de base, de l'eau, de l'assainissement, qui manquent des capacités, surtout au niveau des autorités locales, et nous devons beaucoup les surveiller et y mettre l'emphase dans le cadre de nos politiques. Ces villes constitueront le creuset de l'urbanisation africaine, surtout dans un contexte où les efforts de planification et d'utilisation efficiente et des ressources foncières limitées restent pour le moins embryonnaires. Cette expansion urbaine s'explique par la croissance interne des zones urbaines, mais aussi par la dynamique de l'important exode rural engendré souvent par la quête d'une amélioration de la qualité de la vie par des facteurs comme la pauvreté, la famine, la sécheresse, les catastrophes humaines et naturelles, entre autres, qui poussent les habitants des zones rurales à la recherche d'une meilleure sécurité. À ce niveau-là aussi, il faudra tenir compte du fait que beaucoup de ces villes secondaires ou même primaires, en Afrique surtout, connaissent l'assaut de la perturbation des cycles de sécheresse et tout, qui sont maintenant plus ou moins passés, mais nous les avons connus, mais surtout les perturbations du fait de guerre, qui poussent les populations à aller chercher des refuges. Vous le connaissez, les villes, de par leur structuration, ont été toujours des zones de refuge en cas de conflit, et donc ceci ne s'est pas démenti. Mais surtout que de plus en plus, avec les récurrences de ces conflits et dus aux élections, au processus démocratique, et tout pousse les populations à bouger, sans compter donc le fait des mouvances sur le plan économique et sur la recherche de mieux-être. Alors, malgré les efforts plutôt timides de la décennie passée, l'urbanisation en Afrique continuera d'être associée au développement des établissements informels. Aujourd'hui, malheureusement, 60% des habitants des zones urbaines vivent dans ce type d'établissement. Cette inégalité d'accès aux ressources domine les schémas de développement urbain et commence à avoir une incidence grandissante sur la croissance économique et la stabilité sociale. Il s'agit là d'un aspect critique pour les économies nationales, car les villes, en particulier les villes capitales et les centres urbains, jouent un rôle déterminant dans les économies nationales en fournissant plus de 60% du PIB. Et ceci, c'est très dommage que les États centraux continuent à ignorer cette capacité de production des villes, de production de richesses qui puissent permettre aux États de décoller. Voyez-vous, il y a un mois, j'étais en Chine. J'étais dans la ville de Nanjing et je parlais au maire qui me dit, Alioune, voyez-vous, pendant 3000 ans, la Chine a beaucoup travaillé pour sécuriser son agriculture, pour faire de telle sorte que nous puissions assurer notre sécurité alimentaire. Et écoutez bien ce qu'il dit, l'agriculture ne nous a pas développés. Il dit l'agriculture nous a sécurisés en tant que nation, ne nous a pas développés. Il me dit en 30 ans, la Chine est passée d'une économie rurale à une économie urbaine par les villes. Par les villes. Parce qu'ils ont compris le hub que représentent les villes, les capacités de production,
d'être ensemble, de produire ensemble, de commercialiser et d'avoir une vue qu'on appelle sur la concurrence. Aujourd'hui, je pense qu'en ramenant toute la base Confucius de ce pays, ils l'ont mis à profit pour pouvoir aller à la conquête du monde. Donc là, je dis qu'il faut que nous, en tant que scientifiques, académiques, responsables au niveau international, que nous puissions continuer ce plaidoyer. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle je suis présent ici, en marge de ce colloque, pour discuter avec les autorités de l'Université de Montréal, pour que nous puissions ensemble avoir un compact qui nous permet d'aller vers les autres partenaires académiques, universitaires, économiques et des pays en développement pour que nous puissions contribuer les richesses de la connaissance académique dans un processus qui aide les États et les pays à comprendre ce que nous voulons faire. Un développement urbain durable est donc indispensable à la fois à la croissance économique nationale, à la réduction de la pauvreté. Il est essentiel dans cette optique de s'appuyer sur un système équitable de gestion et d'utilisation des terres. Les grandes inégalités observées en milieu urbain peuvent conduire à des conflits et à une instabilité sociale qui, à leur tour, peuvent avoir une incidence négative sur la cohésion sociale, environnementale et l'économie nationale. Voyez-vous, nous sommes en train de développer, et j'espère que très bientôt vous pourrez en profiter, de ce qu'on appelle un City Prosperity Index. Pendant de très longues années, surtout dans ces pays africains, la connotation urbaine a été toujours associée à quelque chose, je dirais même de perdition. La ville n'est pas bonne. La ville est quelque chose de négatif sur les économies nationales. Et donc, faites de telle sorte que dès que tu parles d'urbain, on vous oppose le rural. Et on parle d'urbain seulement en termes de, oui, ça peut produire, mais ce n'est pas bon dans nos économies. Alors, nous avons dit, après avoir regardé pendant 10 ans la ville dans une perspective de pauvreté, parce qu'on a regardé uniquement la ville comme cela, l'informel, la pauvreté, mais la ville aussi, de ce que je dis tout à l'heure, une capacité productive qu'il faut regarder. La ville a de la pauvreté, mais la ville elle-même est riche de production de richesses. Alors nous avons dit, nous allons préparer ce qu'on appelle un City Prosperity Index. Nous y sommes actuellement, nous sommes en train de le préparer et qui permet de s'appuyer sur les égalités, sur les infrastructures, sur l'environnement, de pouvoir dégager quelles sont les tendances des villes qui sont... Et surtout, nous traquons ces villes où il y a une grande division, ce qu'on appelle le urban divide. C'est à peu près ça. D'un côté, il y a des riches et d'un côté, il y a des très pauvres. Alors, nous voudrions que les gens puissent considérer la ville du point de vue de ses richesses. Et ceci permettra d'éviter à ces ruptures très dangereuses des gens qui sont très riches, qui se barricadent. Bienvenue, M. Difaouli. Nous sommes obligés d'aller dans un sens où nous instillions dans le processus cette reconnaissance de la ville productrice de richesse. Et c'est là que la terre, comme étant un élément fondamental de production de richesse, ne soit pas accaparée par une certaine classe, une caste qui en bénéficie et qui laisse les gens. Pourquoi les gens sont-ils dans les bidonvilles? Pourquoi les gens sont-ils pauvres? Parce que simplement, des gens accaparent. Donnez la terre, donnez une reconnaissance de ce que nous appelons la sécurité d'occupation et vous verrez que les gens sont capables, du peu qu'ils peuvent réaliser un habitat décent. Mais quand vous accapariez les richesses comme la terre, vous produisez la pauvreté en enrichissant vous-même, il y a là quelque chose de très très grave que nous devrons regarder avec attention et éviter les ruptures. Parce que quelles que soient les villes, en produisant la richesse et une certaine classe, en se barricadant et de jouir de ces richesses, tôt ou tard, vous serez attaqué par une tsunami et dont vous ne pourrez pas vous en sortir. Alors, notre contribution donc, vise à mettre en relief les problèmes, les enjeux, mais aussi les opportunités d'une meilleure gestion de la question foncière en Afrique. Nous voudrons enfin partager avec vous l'examen des pratiques, des outils novateurs, ainsi que des enseignements et des options dont différents pays pourraient tirer parti. Il en sera de même aussi pour les chercheurs et les praticiens du foncier
en Afrique et pour l'Afrique, pour aider les autorités et les institutions à mieux répondre aux besoins de développement et aux potentialités de développement du continent. Alors, la contribution écrite qui vous a été partagée a été soumise et structurée de la manière suivante. Il y a une première partie qui parle des implications de l'urbanisation sur le foncier en Afrique et du rôle que peut et doit jouer les régimes fonciers. Une deuxième partie qui parle des intérêts d'investir dans la sécurisation foncière afin de promouvoir un développement équilibré et équitable. Une troisième partie qui montre comment le développement urbain durable peut être promu et consolidé à travers une sécurisation foncière assurée. Et enfin, une quatrième et dernière partie qui identifie les pistes de solutions pour relever les défis du foncier urbain en Afrique. Alors, mon collègue Rémi va certainement plus loin dans cette présentation pour vous présenter la contribution que nous avons faite, surtout en développant ces outils fonciers en relation avec beaucoup de villes et de pays dans le continent. En conclusion, je voudrais vous inviter à nous joindre à nous au cours des prochaines années, des 3 années à venir, dans la mesure où nous sommes en phase de la préparation de la 3e conférence des Nations Unies qu'on appelle Habitat 3. Certains d'entre vous qui avaient les souvenirs d'Istanbul, Habitat est né au Canada, est né à Vancouver en 1976 lors de la première conférence des Nations Unies qu'on appelait Habitat 1. Et 20 ans après, nous nous sommes retrouvés à Istanbul, dans le cadre de Habitat 2, où nous avons déjà perçu les signes d'une urbanisation naissante qui devrait nous permettre de pouvoir regarder un peu plus loin. Mais à Istanbul, on s'est focalisé plus encore sur les questions d'habitat, dans la mesure où, en 1996, le monde s'est réveillé avec une pauvreté grandissante et il a fallu s'y attaquer. Mais nous nous préparons pour Habitat 3 et nous préparons dans un monde urbanisé. Depuis 2010, le monde est passé de majoritairement rural à majoritairement urbain et avec beaucoup de défis, mais aussi d'opportunités. C'est la raison pour laquelle j'avais illustré ce papier que j'avais fait dans Jeune Afrique, défis-opportunités. Car je ne voudrais pas seulement qu'on continue de regarder l'urbanisation comme un facteur négatif, plutôt un facteur qui engendre le développement économique et un facteur qui engendre de la croissance et de la prospérité. Donc, sur la route d'Istanbul, nous voudrions avoir un partenariat fort avec vous, avec l'Université de Montréal, pour que nous puissions, avec les autres universités du monde, générer les argumentaires nécessaires qui pourront nous permettre de demander à nos partenaires de reconnaître un monde majoritairement urbain, avec ses avantages, mais aussi avec ses défis, qu'il y a encore des luttes à mener, des combats à mener, surtout en ce qui concerne les questions de sécurisation foncière. Qu'on ait les outils nécessaires qui puissent nous permettre de planifier et de planifier bien, de planifier à l'échelle, de planifier à distance, de planifier à temps. On peut faire barefoot planning. On peut faire une planification à menu qui puisse permettre à ce que les gens puissent regarder au loin et ne pas jouer dans les officines mafieuses des bureaux et des États qui, à la fin, ne font que générer de la pauvreté pour s'en enrichir eux-mêmes. Encore une fois, c'était un grand plaisir de vous adresser à vous ce matin et je serai à votre disposition lors des débats pour apporter une contribution supplémentaire. Je vous remercie.